Bonjour à tous, je suis Boris Duflot du département économie de l'Institut de l'élevage. Je remercie beaucoup Jérôme Pavie, Alizé Chouteau et tous les membres de l'AFPF et leurs représentants pour leur invitation. Ce que je vais vous présenter, ça se situe bien dans la partie contexte et enjeux. Il s'agit de dresser quelques éléments de contexte. Je n'ai pas une prétention à être un spécialiste de l'autonomie protéique, surtout sur les volets techniques. Donc je m'appuie essentiellement sur des travaux qui ont été réalisés précédemment et que je cite dans le papier, dans la version écrite. Je vais citer aussi, tant que faire se peut, à l'oral. Je pense que la plupart de ces papiers, ils ont été réalisés ou co-réalisés par des personnes qui sont dans la salle aujourd'hui. Donc vous en saurez mieux que moi de façon détaillée sur chacun. Mais voilà, il s'agit de faire un tour d'horizon. Alors tout d'abord, sur la question... la question de l'autonomie protéique, donc bon, c'est un rapport entre les ressources et leurs usages, on va dire à l'échelle européenne, à l'échelle nationale ou à l'échelle de chaque ferme. Donc un petit tour d'horizon sur les usages, c'est-à-dire sur les productions animales. Qu'est-ce qu'on fait avec ces protéines végétales où on en fait des produits animaux? Simplement à l'échelle européenne, je pense que ce qui est important de constater et puis de se placer aussi dans une perspective assez longue, parce que cette question d'autonomie protéique, elle est récurrente depuis au moins une cinquantaine d'années dans le paysage européen. C'est l'évolution de la production européenne de produits animaux. Alors, une petite précaution. En fait, il y a deux séries complètement disjointes dans ce graphique. Il y a la partie de gauche et la partie de droite. C'est assez compliqué de faire le bilan européen parce que le contour des pays change. Je n'ai pas trouvé de source qui puisse permettre de faire un bilan consolidé sur une aussi longue période. On aurait pu le faire, mais pas dans le temps imparti, désolé. Donc regardez de façon indépendante la partie de gauche et la partie de droite qui ne sont pas tout à fait correspondantes, mais qui toutes les deux montrent une tendance très forte d'augmentation très notable des productions animales européennes entre les années 60, 70, 80, 90. Et puis une évolution un peu plus modérée dans les 2 dernières décennies. Ce qu'on doit aussi noter, c'est que les produits, la succession en fait, des phases de croissance n'a pas été la même pour toutes les productions. Les années 60 aux années 80, c'est surtout les herbivores et les porcs qui ont augmenté leur production de façon importante. Et au cours des années 90, 2000, on a encore le porc, mais surtout la volaille qui a cru sa production en Europe. Ce qu'on peut aussi voir au cours des dernières années, c'est que finalement la consommation européenne de ces produits animaux, enfin de ces viandes, ici je ne parle que de viande, est plutôt stable, alors que la production a plutôt tendance à continuer d'augmenter. Donc on a aussi de plus en plus d'exportation. On va voir ça plus tard. Pour la production laitière, alors regardez aussi de façon différente la gauche et la droite. Donc la gauche, il y a eu les quotas laitiers qui ont freiné la croissance à partir du milieu des années 80. Et au cours des dernières années, avec la fin des quotas à partir de 2015 et même un petit peu avant, on a eu une croissance européenne qui a tendance à se tasser maintenant ces dernières années. Donc tout ça, c'est des protéines animales en plus, donc des besoins de protéines végétales en plus, qu'on a soit eu besoin de produire à l'échelle des exploitations et des surfaces européennes, soit par importation de matières protéiques, comme on va le voir un peu plus tard. Donc, sur le bilan d'approvisionnement en produits animaux, j'ai pas la prétention à résumer l'ensemble des protéines animales produites en Europe et à faire un bilan complet, mais on voit que sur plusieurs exemples de produits viande et lait, on a un bilan qui est plutôt excédentaire. Aussi bien, notamment sur le porc et les produits laitiers, qui sont les contributeurs majeurs aux exportations de produits animaux européens. Et on voit qu'on a eu des taux de croissance intéressants au cours des 20 dernières années. Néanmoins, il y a des filières sur lesquelles on est déficitaire, notamment les viandes ovines. Et ça, c'est l'échelle européenne. Il y a l'échelle française aussi. Vous savez que, par exemple, sur la France, on est plutôt déficitaire en volaille. On importe d'autres pays européens. Donc, on est dans un cadre où, finalement, on a une bonne production européenne de protéines animales, plutôt en croissance, plutôt des exportations croissantes, mais on a un déficit en protéines végétales
pour alimenter ces animaux d'élevage. Alors c'est une question de long terme. Finalement, il y a plusieurs tendances et mouvements qui sont observés. On a eu une croissance de la production de céréales, donc quelque part les céréales maintenant sont une source majeure de protéines produites dans les fermes et sur les surfaces européennes, mais leur inconvénient c'est qu'elles sont déséquilibrées en acides aminés, donc elles génèrent des besoins d'équilibrage par des matières riches en protéines. Et on observe aussi que les surfaces herbagères et fourragères européennes sont de moins en moins productrices de protéines par hectare parce qu'on a remplacé plutôt des légumineuses par des espèces, par des herbacées. Donc on a moins de luzerne notamment, et on a aussi eu une phase avec beaucoup de production de protéagineux, années 70, 80, 90, qui a plutôt tendance à s'être réduite ces dernières années avec une réduction des surfaces en protéagineux. Donc pour exprimer un petit peu le bilan, je reprends Yves Drone qui disait que l'UE représentait 7,2% de la population mondiale en 2011, produisait 17% des protéines animales mais seulement 10% des protéines végétales. Et donc il y a une forme de dépendance ou de déficit qui a été orchestré aussi et qui s'est organisé avec le continent américain. Donc on connaît tous les importations d'Amérique du Sud qui ont lieu maintenant, mais ça a commencé avant, avec notamment des accords internationaux qui portaient sur des échanges de matières protéiques transatlantiques avec les États-Unis. Je ne vais pas détailler davantage pour ne pas être très long, mais il y a eu plusieurs phases d'accords internationaux, notamment entre Europe et États-Unis, qui ont installé quelque part une dépendance protéique européenne. Donc, avec des plans qui ont consisté aussi à essayer de trouver des parades et à développer les cultures d'oléagineux et de protéagineux en Europe et en France dès 1974, dès le premier plan de protéines européen. Ce qu'on remarque aussi quand même, c'est qu'il y a eu des productions d'oléagineux qui se sont remarquablement développées en France et en Europe dans les années 90 et 2000, en lien avec les surfaces en génie industriel et le développement des biocarburants. Et donc ça a aussi fourni des protéines et des tourteaux pour les animaux d'élevage européens. Drone faisait le bilan protéique européen, je n'ai pas trouvé de source plus récente, mais c'était en 2011, donc maintenant les produits animaux ont augmenté, donc il faudrait réactualiser cette figure, donc, qui montrait que la grande majorité des protéines végétales produites en Europe étaient destinées à l'alimentation animale, mais il faut voir qu'il y a aussi beaucoup de fourrage dans cette proportion, au moins la moitié des protéines végétales européennes étaient produites sur des surfaces en prairie et en fourrage. Les grandes cultures, donc céréales, oléoprotéagineux, contribuaient pour près de la moitié aussi, et puis on importait des matières protéiques sous forme de graines de soja en particulier. Donc ensuite, lorsqu'on regarde à l'échelle au maillon transformation industrie agroalimentaire, les cultures sont utilisées pour la transformation ou pour des usages directs dans les fermes. Et on a aussi une importation de coproduits, en particulier les tourteaux de soja et de colza. Et donc au final, ces protéines contribuent essentiellement à l'alimentation animale humaine. Donc après ensuite, il faut considérer aussi, ça c'est important, que l'ensemble de ces protéines végétales ne peuvent pas être consommées directement par l'homme. Il y a eu des travaux assez précis qui ont été faits sur l'efficience protéique nette par le logiciel d'élevage que je ne vais pas redétailler, mais qui montrent que la compétition feed food est tout à fait relative et que même on peut avoir une efficience protéique supérieure à 1 pour certaines filières et pour certains systèmes. Donc ce qu'on voit aussi, c'est qu'on importe 14,6 millions de protéines végétales pour nourrir, essentiellement pour nourrir les animaux d'élevage, ce qui revient à une autonomie d'à peu près de 84% entre les protéines végétales produites en Europe et les besoins de l'alimentation animale. Alors aujourd'hui, de façon plus actualisée, si on regarde les importations en UE de matières riches en protéines, c'est-à-dire toutes les matières dont le taux de protéines dépasse 15%,
On voit qu'on a des importations et des utilisations qui sont complexes, hein, avec plusieurs matières qui sont incorporées. Ce qui est notable, c'est notamment les importations de graines, tourteaux de soja, mais aussi d'autres oléagineux, graines de colza, tourteaux de tournesol en particulier. Hein. Donc vous voyez qu'on est aussi en relation d'échange avec certains fournisseurs qui sont en dehors de l'UE, notamment pour le colza, l'Ukraine, le Canada, et pour le tournesol, l'Ukraine, la Russie, l'Argentine. Donc tout ça a fait beaucoup de bruit dans le cadre de la guerre en Ukraine. Simplement, les flux, aujourd'hui, ils étaient très perturbés durant les premiers instants de la guerre. Ils ont continué du mieux qu'ils pouvaient. Après, il y a des capacités de trituration, de transformation qui ont été détruites en Ukraine. Donc ça a fait changer le marché aussi entre les graines, les tourteaux, etc. Donc c'est aussi une équation complexe de cette dépendance. Alors, je pense que le plus gros sujet qui a été très très fortement documenté, c'est celui de la dépendance et des importations de soja. Donc, aujourd'hui, l'Europe importe des tourteaux et des graines de soja. Hein. Vous voyez 15 millions de tonnes de tourteaux et 19 millions de tonnes de tourteaux et 15 millions de tonnes de graines entières. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que durant les dernières années, il y a eu une explosion de la production brésilienne, hein, sud-américaine, avec un doublement en 10 ans. Et les importations chinoises ont aussi remarquablement augmenté pour nourrir les cheptels en développement en Chine. Et donc, quelque part, le match se joue de plus en plus entre l'Amérique du Sud, le Brésil et la Chine, et l'Europe, dont les besoins sont plutôt stables, est plutôt quelque part pas au centre du jeu. Donc ça peut poser des questions en termes de capacité de l'Europe à ne pas subir la volatilité des marchés, puisqu'en fait il y a des offres et des demandes qui peuvent être volatiles, conditionnées par les événements géopolitiques, climatiques et la volatilité des marchés. Donc quelque part dans cette équation, l'élevage européen est un peu exposé à la volatilité et aux actions d'autres acteurs, producteurs et consommateurs. Pour faire le bilan protéique de l'élevage français, donc maintenant en se plaçant plutôt à l'échelle française, donc je vais aller de façon détaillée, ensuite à l'échelle de chaque ferme, l'autonomie protéique française, on peut la distinguer entre les fourrages, les matières concentrées, et dans ces matières concentrées, on peut distinguer les céréales et les MRP, pour faire simple. Vous voyez qu'en fait, en termes de fourrage, il y a une très grande autonomie, hein, puisque c'est souvent des circuits d'approvisionnement très localisés. Et bien sûr, pour ce qui est céréales, l'Europe est très autonome. Hein. Il y a peu d'importation de céréales, on est plutôt même excédentaire, mais on importe quand même quelques compléments pour l'alimentation animale. Et puis, c'est surtout sur les MRP où on a 43% d'autonomie protéique, qu'on peut définir comme la part des protéines consommées par l'élevage qui sont originaires de France. Donc, ensuite, si on décline ces éléments par filière, donc là je m'appuie sur les travaux qui avaient été faits pour l'année 2015. Donc, c'est en cours d'actualisation, hein. Il y a le projet Oriflamme dont certains autres intervenants vont parler et donc auront des données plus actualisées que les miennes. Mais simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est une grande diversité des sources protéiques qui sont employées par les différentes filières d'élevage en France. Donc pour les bovins viandes, on a une très grande proportion d'apport protéique par les fourrages. Hein. Vous voyez, c'est la partie verte. Donc l'herbe et les autres fourrages représentent une très forte proportion. L'ensilage de maïs, c'est quand même une proportion relativement faible, il me semble que c'est 4%, si j'arrive à bien voir. En revanche, vous voyez, pour les bovins laitiers, on a une distribution qui est tout autre, avec 51% des protéines qui viennent de l'herbe et des autres fourrages, 17% des ensilages de maïs et 10% des tourteaux de soja et 7% des autres tourteaux. En ce qui concerne les monogastriques, vous voyez aussi, mais bien sûr on est sur des monogastriques, donc on n'a pas de fourrage. Et donc on a aussi une différence entre les porcs et les volailles, avec une proportion plus forte de céréales
d'apport protéique des céréales pour les porcs que pour les volailles, et une proportion moins forte des tourteaux entre les porcs et les volailles. À l'échelle de l'exploitation maintenant, alors bien sûr pour les monogastriques, ça a peut-être moins de sens de raisonner l'autonomie protéique à l'échelle de l'exploitation, donc je n'ai pas tellement regardé ça. Et puis il y a peu de sources qui s'intéressent à cette question finalement. Mais à l'échelle des exploitations d'herbivores, il y a eu un travail réalisé il y a quelques années sur les exploitations du réseau Inosis, et qui en moyenne aboutissent à 75% d'autonomie protéique, avec une forte variabilité, et notamment entre exploitations et aussi entre filières. Donc relativement à ce que j'explique, et ça s'explique assez bien parce que j'ai présenté précédemment, c'est-à-dire que les élevages dans lesquels la part d'apport protéique par les fourrages est très forte, eh bien ils sont plus autonomes. Ils ont tendance à produire eux-mêmes leur fourrage. Tandis que les filières dans lesquelles il y a plus d'achats de concentrés, elles sont en moyenne moins autonomes. Ça serait bien de commencer à conclure. Oui, très bien. Je suis un peu lent, mais il y a beaucoup d'éléments de contexte, mais je pense que d'autres vont préciser davantage. Un autre point, c'est que bien sûr, au sein d'une filière, il y a une grande variabilité aussi selon les systèmes d'alimentation, avec une moindre autonomie pour des systèmes qui utilisent le maïs, par exemple, en bovin lait par rapport au système herbagé. Donc, pourquoi réduire la dépendance protéique? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent en relien avec cette autonomie ou cette dépendance aux protéines végétales. Donc, tout d'abord, en termes de balance commerciale, le soja, c'est 10 à 15 milliards d'euros de dépenses pour l'Europe tous les ans. Il y a la question de la volatilité des prix de l'alimentation animale et des coûts de production, et donc de la répartition de la valeur dans les filières, de cette volatilité, de la gestion de cette volatilité. La question de la déforestation importée, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais qui est souvent en débat, souvent questionnée. Et aussi la question de l'approvisionnement en sources non OGM, qui a été beaucoup plus difficile ces derniers temps, avec des écarts de prix de 260 € la tonne, notamment au premier semestre 2022, entre le soja non OGM et le soja OGM, puisque finalement, les acteurs majeurs, comme le Brésil, ne sont plus trop engagés sur la fourniture de soja OGM. Alors maintenant, je rapporterai un travail qui a été coordonné par Plimelin et associé de l'Académie d'agriculture, une stratégie pour accroître l'autonomie protéique de l'élevage français, réduire la ration de maïs et donc par conséquent les tourteaux de soja dans les élevages herbivores, et puis augmenter les surfaces en oléagineux et surtout en protéagineux en France, de façon à réduire la dépendance protéique. Donc ce qui pose de multiples questions, que peut-être les intervenants suivants vont pouvoir détailler, vont pouvoir élaborer des pistes concrètes d'action. Les itinéraires techniques de production des surfaces fourragères posent des questions en termes de R&D, de diffusion de nouvelles techniques. L'efficience alimentaire de l'élevage peut aussi contribuer à la réduction de cette dépendance. Il y a une question qui me semble assez fondamentale, c'est la question de la rentabilité différentielle entre les surfaces. Si les surfaces en céréales sont aussi... il y a une concurrence pour l'usage des surfaces, notamment entre protéagineux, oléagineux, céréales. Les aides couplées de la PAC et les programmes opérationnels peuvent aussi contribuer au renforcement de l'autonomie protéique. Et enfin, les procédés agroalimentaires sur les protéagineux peuvent aussi être un levier pour rendre des protéines davantage disponibles pour les animaux d'élevage. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous voyez que je me suis largement inspiré du dernier dossier technique de l'élevage que vous avez dans votre dossier, notamment pour les figures, et je remercie leurs auteurs. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps pour quelques questions. Alors je suis désolée, je suis la présidente de session et j'ai commencé par être absente, donc c'était pas très bien. Donc je suis Bernadette Julier et on va pouvoir avoir quelques questions. Je crois que cette présentation a vraiment bien posé le contexte, donc je présume que vous avez plein de questions à poser à notre intervenant. Qui est-ce qui veut commencer? C'était tellement bien fait. On est obligé de survoler, et encore j'étais trop long. Bon, voilà. C'est une problématique qui n'est pas nouvelle quelque part, mais je pense qu'on peut renouveler les solutions.
Alors, je vais commencer avec... Ah, il y a une question. Je crois que... Question d'un spécialiste. Oui, c'est film-là, un sujet qu'on traite à l'AFPF là, depuis, je sais pas, 40 ans. 73, l'embargo sur le soja et les premiers plans de protéines. Quelques commentaires juste pour souligner, parce que ce qu'a dit Duflo tout à l'heure, là, c'est effectivement les raisons pour lesquelles on s'intéresse à l'autonomie, c'est effectivement l'aspect un peu plus de souveraineté européenne ou française, mais c'est effectivement la façon dont le soja aujourd'hui est produit dans le monde est tout à fait différente de celle des années 70, au moment où c'était les États-Unis qui étaient les premiers fournisseurs. Donc ça s'est déplacé vers le sud, sur le Brésil en particulier, avec la déforestation. Et donc dans les dernières années des années 2010, là, avec Bolsonaro, la déforestation qui avait repris de plus belle, mais aussi l'utilisation de variétés d'OGM, bien sûr, et de pesticides qui sont interdits chez nous en Europe, mais que nous, Européens, nous exportons vers le Brésil en masse. Et donc, voilà, il y a quand même beaucoup de bonnes raisons pour essayer de changer un peu les choses au niveau des fermes françaises, et plus particulièrement au niveau des vaches laitières, où on a vu qu'il y avait des leviers importants. Merci, monsieur Filma. Peut-être une question. En fait, on voit que les différents animaux n'ont pas les mêmes besoins et pas les mêmes dépendances protéiques. Donc, bon, je sais pas, ici, on ne parle pas beaucoup des monogastriques, parce qu'ils ne consomment pas de fourrage, à notre point de vue. Mais bon, ça veut dire qu'il faut se focaliser quand même sur les animaux, sur la question d'autonomie protéique, sur les animaux qui sont les plus consommateurs enfin, voilà, plutôt les bovins laitiers, on va dire, enfin les ruminants laitiers qui consomment plus de protéines non issues directement des fourrages. En fait, l'idée, c'est bien d'augmenter la partie verte sur l'anneau de droite. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la priorité principale pour Ouais, bah après, c'est une question, vraiment, c'est une question un peu économique au final, hein, parce que c'est une question de meilleur usage des ressources rares que sont les surfaces. Et donc, bon, la plupart des auteurs disent qu'on a augmenté fortement la production d'énergie sur les surfaces agricoles européennes, mais assez peu ou beaucoup moins celle de protéines. Donc que ce soit sur les fourrages ou dans les céréales aussi, hein, d'ailleurs, puisque le taux de protéines des céréales a tendance plutôt à stagner. Bon, après, ça pose des questions de sélection variétale, de mode de fertilisation, etc. Et puis, les fourrages qui sont développés, qui se sont fortement développés au cours des dernières décennies, c'est plutôt des fourrages qui sont intensifs en énergie et moins en protéines, avec forte réduction des surfaces de légumineuses fourragères, aussi bien en France qu'en Europe. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question brûlante dans la salle? S'il n'y en a pas... Ah oui, Françoise Vertès. Bonjour, Françoise Vertès. Je ne sais pas si elle est brûlante, mais quel est le lien entre les différents leviers que vous avez évoqués et l'intérêt économique? Où est-ce qu'on gagne, où est-ce qu'on est gagnant-gagnant s'il y a des leviers qui sont comme ça? On voit que dans les stratégies où on n'est plus... après, il y a des questions d'échelle. Mais à l'échelle d'une exploitation, l'autonomie peut avoir l'avantage d'être moins exposée à la volatilité des prix des intrants. Donc une exploitation qui va produire davantage ses fourrages de protéines, notamment, elle aura moins besoin d'acheter des tourteaux et donc moins être exposée à la volatilité. Moi, je pense que c'est une équation globale. Il faut regarder l'efficience globale de chaque système. Donc c'est pas simple de répondre de façon unanime et univoque sur cette question. On voit qu'on a un enjeu global d'être moins dépendant. Après, il faut le décliner à l'échelle de chaque région, de chaque système, pour faire en sorte
que cette équation soit avantageuse pour chacun des acteurs. Donc c'est aussi pour ça que je renvoie quelque part un peu à la PAC ou au dispositif de soutien public, parce qu'ils ont un pouvoir pour orienter les actions des acteurs. On voit que dans la nouvelle PAC, il y a une augmentation des soutiens couplés à l'échelle européenne, puisque les soutiens couplés aux protéagineux, aux protéines végétales, représentent 2,5% du premier pilier, ils vont monter jusqu'à 3,6% en 2027. Donc ça, c'est des facteurs qui sont plutôt favorables pour que les agriculteurs développent ces surfaces avec des aides qui peuvent compenser. Enfin, il faut le raisonner à l'échelle de chaque rotation et chaque surface. Je ne dis pas que c'est simple. Mais on voit que ça peut éventuellement favoriser une diversité des assolements. Voilà. Ok, merci. Je crois qu'il est temps qu'on passe à la prochaine présentation. Merci, Boris Dufaux.